Pour finir, ce qui est une mesure, encore une fois, c'est ce qu'on mesure au réseau Sentinelle, c'est-à-dire des médecins qui déclarent avoir vu des malades. C'est ça, normalement, qui fait la référence pour savoir s'il y a une épidémie, c'est une augmentation du nombre de malades. Et grâce aux remontées du réseau Sentinelle, on peut calculer ce qu'on appelle des incidences, c'est-à-dire des taux de malades dans la population. Donc ça, c'est pour 100 000 habitants. Ici, vous avez à gauche ce qui a été observé pour les pathologies dites grippales ces dernières années. Donc ici, vous avez le nombre de malades vus par les médecins pour 100 000 habitants 2014-2015. Ça, c'est ce qu'on appelle la grippe de 2015, où on est monté à 800 malades pour 100 000 habitants. Ici, c'est 2016-2017, on est passé les 400, et pareil pour 2015-2016. Donc ça, on a considéré que c'était des épidémies, parce qu'on avait un grand nombre de malades dans la population. Ça, c'est le nombre de malades dits Covid-19 que l'on a depuis le début de cette histoire, sur ces 3 dernières années. Pour dire qu'il y a une épidémie, il faut dépasser ce qu'on appelle un seuil épidémique, qu'on peut par exemple placer à 200, ce qui est assez faible pour 100 000 habitants. À aucun moment, avec cette histoire de Covid-19, nous n'avons passé de seuil épidémique. C'est-à-dire que la phrase sémantiquement juste que nous devons prononcer, c'est « il n'y a jamais eu d'épidémie de Covid-19 en France ». Ça n'a pas existé. Il n'y a jamais eu suffisamment de malades pour dire que nous étions en situation épidémique. Ça n'est pas arrivé. Alors que pourtant, on a compté n'importe quoi. Donc c'est comme ça qu'on a construit le mythe, en mettant en place des systèmes de remontée statistique pour déclarer tout le monde Covid-19 et en abandonnant la notion de malade. Et là, on a quitté la réalité. Si on ne s'intéresse plus aux malades et juste à des résultats de tests, on n'est plus dans la réalité. Et ça, faut s'en rappeler, puisque cette négation de la réalité a servi à fabriquer des vaccins, et notamment à calculer une efficacité vaccinale contre du rien. Je fais des conférences depuis pas tout à fait 1 an, 6 mois à peu près. Donc dans toutes mes conférences, il y a des gens qui se sont vaccinés, qui viennent me parler d'ailleurs après souvent. Pour l'instant, je n'ai rencontré absolument personne qui savait pourquoi elle avait été vaccinée. C'est-à-dire que les fabricants de vaccins Pfizer, Moderna n'ont jamais promis dans leurs essais que le vaccin permettait de ne pas être malade. Les essais Pfizer et Moderna ne s'intéressent pas au fait d'être malade. Les essais Pfizer et Moderna promettent que si vous êtes vacciné, vous aurez moins de tests positifs. Le fait d'être malade, on s'en fiche royalement. Les 2 études sont basées sur des tests. C'est ça qui va faire foi. Et pas sur le fait d'être malade. Ça, c'est un problème. Sur le fait que ce que vous promettez aux gens. Il y a d'autres problèmes dans l'étude, dans les 2 études. Je ne l'ai pas mis là. Pour avoir un détail très très sérieux par une personne qui a travaillé dans l'industrie pharmaceutique, qui travaille encore, vous pouvez lire le livre de Christine Coton, Tous vaccinés, tous protégés, qui prend en détail complet la totalité de l'étude Pfizer pour montrer que non seulement c'est du n'importe quoi, mais en plus, ils ne respectent même pas les standards de l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire que de toute façon, l'étude aurait dû être rejetée mais par la FDA, par tout le monde, puisqu'ils ne respectent absolument aucune des normes qui sont normalement utilisées pour faire des essais cliniques. Fin de parenthèse. Donc, les 2 sont basés sur des tests. Les 2 ont une majorité de jeunes dans l'étude, sachant qu'ils commencent les tests des vaccins, on est en 2020, où tout le monde dit oui, mais c'est une maladie qui touche les personnes âgées, c'est tout, donc on va avoir un vaccin aux personnes âgées. Quand vous avez une majorité de jeunes dans l'étude, ça veut dire que le public ne correspond pas à la cible. C'est-à-dire que votre étude ne correspond pas à qui vous allez vacciner. Donc c'est-à-dire que normalement, vous le mettez à la poubelle. Sauf si tout le monde ment depuis le début et que tout le monde sait qu'on vaccinera toute la population. Voilà, on a bien vu ce que ça donnait. Bref. Autre chose, les études sont en observer blinded. C'est-à-dire que le produit, le placebo et le produit sont discernables. Et il n'y a pas que ça comme problème. Il y a aussi le fait que normalement, il y a très peu de personnes dans le laboratoire. Il n'y en a qu'une qui sait qui est vacciné, qui est placebo. Alors que là, il y a plein de monde dans le labo qui sait. Ça, c'est un problème en termes de remontée des données. Pourquoi ? Bien parce que, surtout qu'on est basé sur des tests, le protocole dit, alors même si on était basé sur des tests, il y aurait une manière de le faire sans biais, qui aurait été de dire, je donne, il y a 40 000 personnes dans chaque étude, je donne le vaccin à 20 000, le placebo à 20 000, personne ne sait.
Et puis ensuite, tout le monde, je vais les tester toutes les semaines. De manière parfaitement équitable, et comme ça, à la fin, vous mesurez une efficacité sur test. Vous avez prouvé qu'en testant les gens de manière équitable, vous avez une efficacité. C'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont dit aux gens, on vous vaccine, et puis, ou c'est le placebo, vous savez pas. Et puis, quand vous avez des symptômes, quels qu'ils soient, des maux de tête, de la fièvre, des diarrhées, n'importe quoi, vous nous appelez, et là, on vous dit de venir vous tester, si on pense que c'est nécessaire. Mais si tout le monde sait dans le laboratoire qui est vacciné, qui n'est pas vacciné, vous avez un vacciné qui appelle, qui dit docteur, j'ai mal à la tête, j'ai le nez qui coule. Oui, non, c'est bon, ça va passer, c'est un effet indésirable. Et puis vous avez un non vacciné qui appelle, pour la même chose, dit oui, passez tout de suite, on va vous tester. Donc il n'y a pas de contrôle sur le nombre de tests réalisés dans les deux cas, dans le protocole. Bon. Si vous voulez savoir l'efficacité d'un produit, ce que je vous conseille dans toutes les études que vous pouvez lire, vous allez au bout de l'étude et vous regardez le groupe placebo, le groupe qui a reçu le médicament et vous regardez le taux de survie dans chaque côté. Donc il y a 40 000 personnes, 20 000 de chaque côté, vous regardez Pfizer. Pfizer dit à la fin du suivi, j'ai 15 morts chez les vaccinés, mais j'en ai que 14 chez les non vaccinés. Ça, c'est pas terrible. Donc si vous avez un doute, le vaccin ne protège pas de mourir, ça n'a pas marché. Puis chez Moderna, c'est 16 partout. Voilà, donc balle au centre pour faire match, les gars. C'est-à-dire que pour ce qui est des décès, de toute façon, vous n'avez aucune trace d'aucun bénéfice nulle part. Ça n'existe pas. Sachant que même Pfizer, ensuite, une fois qu'ils sont sortis de la période d'aveugle, ils ont revacciné le groupe placebo. Comme ça, c'est bien, il n'y a plus de groupe placebo à long terme. Et il y a eu des morts dans le nouveau groupe. Donc là, je mets 15-14 pour rester poli, mais sinon, c'est plutôt 21-14. Ce que je viens de dire sur le fait que tout le monde dans le labo était au courant, il y a un témoignage dans le BMJ, British Medical Journal, d'une directrice d'un des laboratoires Pfizer qui dit, en effet, c'était n'importe quoi, tout le monde était au courant, et on a pu tricher comme on voulait. Et on est surpris du fait qu'il n'y ait même pas eu d'enquête de la part de la FDA pour venir voir comment on travaillait. Tout se passait comme si, voilà, confiance aveugle, confiance absolue chez tout le monde, parfait. Ça a été su dans la presse. Donc c'est-à-dire qu'on a au moins un des laboratoires Pfizer où on a la directrice qui dit on a grugé comme des cochons. Normalement, tout s'arrête, on condamne Pfizer, on fout les gens en tôle et puis on arrête la vaccination et on recommence des essais. Là, donc, vous avez toute la presse qui s'est mise au diapason en disant oui, mais non, mais c'est qu'une menteuse si ça se trouve. Et puis en plus, c'est qu'un labo sur c'est 4000 personnes sur 40 000, qu'est-ce que ça compte? On s'en fiche, peu importe, le reste est significatif. Enfin, on est passé en inversion totale où on peut gruger, on est pris la main dans le sac. Mais on dit, mais non, mais c'est pas assez triché, on s'en occupe pas. Bon. On peut quand même regarder d'autres résultats du fameux vaccin Pfizer. On peut regarder, du coup, ce sur quoi l'efficacité a été promis. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu la bataille de efficace à 95%, efficace machin. Voilà. Donc Pfizer a dit, nous, notre vaccin est efficace à 95%. Moderna avait dit, nous, on est efficace à 90%. Juste derrière, Pfizer dit, nous, c'est 95, et donc Moderna dit, ah oui, on a refait le calcul, c'est 95, nous aussi. Bon, il s'est passé des choses rigolotes. Bon, 95%, ça a l'air sérieux, quoi. 95%, c'est basé sur quoi? Eh bien, c'est passé sur 8 tests positifs chez les vaccinés contre 162. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la petitesse de ces chiffres, à 8 contre 162. C'est parfaitement ridicule. C'est-à-dire, vous dites que vous avez vacciné ensuite 5 milliards de personnes, sachant que vous avez un résultat sur 8 contre 162. Bon. Donc non seulement c'est pas terrible, mais en plus, qu'est-ce que ça nous montre? Ils ont suivi 40 000 personnes pendant 6 mois. 40 000 personnes pendant 6 mois, ils réussissent à trouver 170 tests positifs. Quelle est la conclusion? Il n'y a pas d'épidémie. Donc c'est-à-dire qu'avec les tels chiffres, Pfizer, Moderna et les autres, ils ont juste montré, en essayant de faire des essais, qu'ils ne trouvaient pas d'épidémie nulle part. Bon, c'est pareil pour le faible nombre de morts à la fin. Bref. Bon, on peut se poser la question. Des gens qui ont appelé le centre pour dire j'ai des symptômes et qui sont pas testés ou qui ont un test négatif, on a des résultats aussi. Ils disent, on a 1600 vaccinés qui nous ont dit, on a des symptômes, puis on va avoir des tests négatifs, contre 1800 pour les placebos. Mais alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on a un vaccin qui fait que les gens viennent pas au centre parce qu'ils sont pas malades, ou c'est juste parce qu'on les a refoulés? Ça, on ne sait pas dans l'étude.
On peut pas savoir. Il y a quand même 200 d'écart. Hein. Ici, il y a que 150 d'écart. Ici, il y a 200 d'écart. Si ça se trouve, l'efficacité, c'est juste ça. Hein. C'est les gens à qui on a dit de rester chez eux plutôt que de venir se faire tester. Et puis, on a des suspicions de Covid juste après la vaccination. Bah, vous savez, c'est le fait d'être malade, notamment. Alors, la suspicion de Covid 7 jours après la vaccination, c'est 410 chez les vaccinés contre seulement 300 chez ceux qui ont reçu le placebo. Donc là, vous devez comprendre pourquoi est-ce qu'on a dit, surtout les 7 premiers jours, ils comptent pas. Parce que si on les prenait en compte, l'étude n'était pas significative. On allait tomber sur un vaccin qui faisait l'inverse, qui rendait juste malade. Donc c'est pour ça qu'il fallait sortir les 7 premiers jours de l'étude de façon à arranger les chiffres. Autre chose, on peut regarder l'état de santé des gens. Je vous ai dit, hein, Pfizer, Moderna n'en ont rien à fiche du fait que vous soyez malade ou pas. Ce qui compte, c'est le test positif. C'est sur ça qu'on se base. Bah heureusement, parce que ici vous avez donc ce qu'on appelle les effets indésirables, c'est-à-dire comment on se sent après le vaccin et le placebo. Et donc vous voyez les gens qui ressentent de la fatigue, de la fièvre, des frissons, de myalgie, des maux de tête, diarrhée, nausées. Bah tout cela sont beaucoup plus nombreux et significativement du côté des vaccinés. C'est-à-dire que grâce à Pfizer, ce qu'ils ont démontré de manière certaine, c'est que leur vaccin rend malade. C'est significatif, hein. Voilà. Vous avez vacciné les gens, ils vont tomber malades. C'est écrit là, de manière significative. Puis c'est beaucoup, hein, parce que 40 000, donc 20 000 personnes vaccinées, vous avez quand même 1000 qui, enfin, si on s'additionne pas, parce qu'il y en a certainement qui ont plusieurs joyeusetés à la fois, mais vous avez quand même, ça se compte en milliers le nombre de personnes qui de toute façon vont être malades. Hein. Et encore, c'est ceux qui se plaignent, mais bref. Alors que les placebos vont plutôt bien. Alors il y a un truc intéressant, c'est que, vous voyez tout ce qui est écrit en gras là, fièvre, frisson, myalgie, etc., maux de tête, et ben ça, c'est écrit comme des symptômes du Covid-19. Ah. Donc c'est-à-dire qu'on est en train de vacciner des gens et qu'on les rend malades sur des trucs qui donnent les symptômes de ce sur quoi on est censé les protéger. Mais là, on va comprendre comment un vaccin marche. Parce que si vous ressentez ça, eh bien, et que vous êtes vacciné, on va appeler ça un effet indésirable. Si vous ressentez exactement la même chose et que vous n'êtes pas vacciné, on va appeler ça le Covid-19. Voilà. Bah, vous aussi, vous savez fabriquer des vaccins maintenant. C'est comme ça que ça marche. Des vaccins efficaces. Allez, dernière chose. À la fin d'un essai, il faut aussi regarder le nombre de personnes qu'on a suivies. Et puis, les laboratoires pharmaceutiques, c'est un peu comme les gamins. Vous savez, quand les gamins, ils en ont marre d'un jouet, ils le balancent par terre, ils donnent un coup de pied dedans, le jouet n'existe plus. Les laboratoires font ça avec les patients. Donc, il faut regarder le nombre de patients de départ et le nombre de patients qui restent à la fin. Donc, au début, chez Pfizer, il y a 20 000 patients du côté des vaccinés comme des placebos. Puis, au fur et à mesure du temps, ça diminue. Et au bout de l'étude, ils ont quand même réussi à exclure 3000 personnes. Sachant que l'efficacité du vaccin, ça se compte sur 170. Donc ils en ont exclu beaucoup plus que les calculs d'efficacité. Et ils n'ont pas évincé n'importe qui, ils en ont évincé 1800 chez les vaccinés et seulement 1600 chez les non-vaccinés. Il y a 200 d'écart. Ils ont viré de l'étude 200 vaccinés de plus que de non-vaccinés. Ça, c'est significativement différent. Ça veut dire qu'il y a un problème, que ce soit pile les vaccinés qui a été exclu. Et encore une fois, les soi-disant efficacité, c'est 8 contre 162. Ah bah, si on a viré les 200 qui nous posaient problème, on a un vaccin qui est efficace. Et on a des témoignages. Hein. Vous cherchez Augusto Roux sur Internet, qui est un avocat de la Cour de justice argentine, qui a participé à l'essai et qui a eu des arrêts cardiaques à répétition après la vaccination. Ils l'ont viré de l'étude, il compte plus dans l'échantillon. Il a porté plainte pour dire que non, il s'est bien fait vacciner. Eh bien, le directeur des laboratoires argentins, qui s'appelle Pollack, l'a fait déclarer fou. Donc, c'est déclarer fou, de façon à pas le compter. Donc, les procès sont en cours. Vous tapez Augusto Roux, vous aurez des informations. Donc ça, c'était sur la légende d'efficacité du vaccin. Encore une fois, un mythe construit. Mais la réalité des effets indésirables. Et ça, on n'a pas le droit d'en parler. Pourtant, c'est public. Ça, ce sont les effets indésirables remontés à la pharmacovigilance européenne. Ça s'appelle AdReports sur Internet. Et vous pouvez regarder, après une vaccination anti-Covid-19, le nombre de problèmes qu'il y a de cancer de remontée, Guillain-Barré, arrêts cardiaques, myocardite, péricardite, des problèmes de règles pour les femmes, des avortements spontanés, des morts fétales et des décès. Donc là, on a fait la dernière remontée avec Catherine, c'était hier. Donc là, on est à 36 600 décès constatés, enfin déclarés
à la suite d'une vaccination anti-Covid-19. Parce que il n'y a absolument aucun suivi des effets indésirables de la part des autorités, ça n'existe pas. Tous ces chiffres-là viennent de personnes ou de médecins qui font l'effort d'aller faire une déclaration. Très peu de personnes savent sur Internet, et c'est très long et difficile. Et quand la déclaration est complète et aboutie, qu'elle est vérifiée, ça tombe dans ces statistiques-là. Donc c'est un processus où ce sont les gens qui doivent faire l'effort eux-mêmes d'aller déclarer quelque chose. Voilà. Donc quand on est décédé, c'est pas simple d'aller déclarer quelque chose soi-même, donc il faut qu'il y ait un proche qui le fasse pour vous. Sinon, il n'y a rien. Sur toutes les personnes que je connais qui ont eu des problèmes graves juste après la vaccination, hein, même des problèmes cardiaques et tout ça, il n'y en a pas une qui a fait une déclaration. Donc les laboratoires pharmaceutiques disent deux choses sur ces chiffres. La première chose que disent les laboratoires pharmaceutiques, ils disent « Pour aucun de ces cas-là, vous n'arriverez jamais à prouver la causalité. Vous ne pouvez pas prouver que c'est le vaccin qui cause ça. » Pourquoi ? Parce que des décès, ça existe tous les jours dans la vie réelle. Donc c'est pas parce qu'une personne décède juste après sa vaccination que c'est de ma faute. Et donc là, la loi protège les laboratoires pharmaceutiques, puisqu'en termes, en effet, de culpabilité et de causalité, on n'admettra jamais qu'on est capable de prouver le lien. Et donc ça, c'est répété, mais par les politiques, les médias, partout. Mais ils disent jamais la deuxième partie de ce que disent les laboratoires pharmaceutiques. Publiquement, ils disent qu'ils savent pertinemment que quasiment personne ne fait de déclaration d'effets indésirables. Quasiment personne. Et donc, ils estiment, eux, les laboratoires pharmaceutiques, que le nombre réel d'effets indésirables dans la population, c'est le chiffre déclaré x 10. Les experts qui travaillent sur le sujet et qui ne sont pas affiliés à Big Pharma, eux, disent c'est au moins x 20, voire x 100, selon les effets. Mais selon l'industrie, c'est x 10. C'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique sait pertinemment qu'en Europe, à minima, elle a tué 360 000 personnes. Ce sont ses propres chiffres et ses propres analyses. Mais pour aucune de ces personnes-là, elle ne reconnaîtra jamais rien. Il peut y avoir des fonds citoyens qui se mettent en place ensuite, hein, avec des dédommagements de victimes, mais ça, c'est avec nos impôts. Hein, et laboratoire, c'est rien. Jamais. Ça, c'est pour les États-Unis. J'ai mis en bleu, en bas, tous les décès déclarés suite à n'importe quelle vaccination depuis qu'il y a le système du VRS qui existe, qui a été mis en place dans les années 90. Donc ça, c'est tous les décès cumulés de tous les vaccins. Et ça, ce sont les décès déclarés après une vaccination anti-Covid. Donc quand ça a été vu par les autorités, ça, et notamment un type de l'agence du médicament européenne qui a commenté mon livre en disant nous, on n'a vu aucun signal statistique ». Et il a écrit dans Le Parisien pour me répondre, et du coup j'ai tapé son nom sur un site qui s'appelle Transparence Santé, et j'ai vu qu'il a reçu du pognon de Pfizer en 2019. Bon. Donc j'ai écrit au Parisien en disant quand même, ce serait quand même bien de le préciser. Puis au passage, si ce charmant monsieur peut lui dire d'arrêter de regarder son compte en banque et de regarder mon graphique, il verra peut-être un signal. Bon. Ça s'est arrêté là. On a d'autres signaux, parce que là, vous pouvez dire oui, mais bon, les gens déclarent après la vaccination, tout ça. Bon, ça vient d'un site qui s'appelle Euromomo, European Mortality Monitoring, qui prend pour un certain nombre de pays européens, qui fait des calculs de décès standards et qui regarde ce qui se passe. Donc vous voyez, pour les 15-44 ans en Europe, ici vous avez la bande bleue qui sont les décès normaux, on va dire, la moyenne en noir, et des pointillés rouges qui correspondent pour Euromomo à une période de surmortalité. Et Euromomo l'indique et constate qu'en Europe, pile depuis l'été 2021, la mortalité des jeunes est sortie du bandeau de calcul habituel pour rentrer dans une zone au-dessus de la mortalité normale et franchit de manière régulière et allègrement la zone de surmortalité. Pile depuis l'été 2021, en Europe, chez les jeunes, mais qu'a-t-il bien pu se passer? Euromomo dit, on sait pas, ça ne nous concerne pas, on ne veut pas savoir. Donc du coup, j'ai discuté avec un chercheur belge qui s'appelle Patrick Meyer, qui avait fait une étude où lui, il a servi de ce qu'on appelle le machine learning. Donc il a pris les données de Euromomo, des données de vaccination partout en Europe, il a mis dans la machine, et la machine dit, si je fais les calculs, je vois qu'on meurt trop depuis qu'on est vacciné. Ah. C'est embêtant. Et que plus on est vacciné, plus on meurt. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les données Eurostat du nombre de décès standardisés. J'ai fait un calcul pour regarder ce qui se passe par rapport à d'habitude. Donc, vous avez une barre rouge quand on a des décès en trop par rapport à d'habitude et en vert des décès en moins par rapport à d'habitude. Et de manière parfaitement innocente, j'ai mis le nombre de doses reçues par la population de vaccins anti-Covid-19. Ici, vous avez les 25-49 ans en Hongrie.
et où vous avez, pendant la période de vaccination, pile en face, un joli nombre de décès qui concernent les 15-49 ans, et pour la troisième dose, dose 1, dose 2, dose 3, plaf. Et depuis qu'on les vaccinés, ils meurent trop. Ici, je vous montre aussi 50-59 ans pour la France. On a aussi un signal là qui est sympa, et puis un autre ensuite de la même manière. Je ne sais plus combien je vous montre de graphiques. Dans le bouquin, j'en mets 12, mais du coup, j'ai fait 15 pays x 6 tranches d'âge et 90 graphiques qui sont très jolis. Alors l'Autriche, ils ont vraiment un respect tout militaire de la mort. C'est vraiment, voilà. Ils ont quasiment, voilà, pile une dose, pile un pic en face. Vraiment nickel. On a même la 4e dose qui est sympa, 60-69 ans. Et c'est vraiment depuis qu'on vaccine les gens. Hein. Et puis vous avez l'Italie. Alors ça, on arrive plus on avance vers les personnes âgées, normalement, moins on voit quelque chose. Parce que comme les personnes âgées meurent de toute façon en grand nombre, je veux dire en pourcentage par rapport aux autres, il faut vraiment y aller fort pour voir quelque chose dans les stats. Bon, on arrive quand même à avoir des trucs. Donc c'est pas mal. Ça c'est une autre manière de le voir. Plutôt que de découper l'année de janvier à janvier, ce qui est une hérésie quand on parle de décès, puisqu'en fait il y a un pic de décès en hiver. Donc normalement, quand on parle de décès, on découpe l'année en juin. Donc ici, j'ai découpé l'année en juin pour regarder selon les saisons. J'ai regardé la mortalité standardisée des dernières années pour savoir où on se trouvait. Donc vous avez notamment l'année intéressante chez les jeunes, là, les 15-24 ans. Voilà, les 2 années de la pandémie, hein. 2019-2020, là vous avez la première vague qui est dedans. Vous savez, Caravage l'humanité. 2020-2021, c'est pareil. Là, on est vraiment sur... Ils sont en plein dans la pandémie mortelle. Et là, vous avez les traits rouges et verts. On voit bien que ce 2020-2021, là, c'est les années où les jeunes sont le moins morts. Tout record battu, toute catégorie de ces dernières années. Bon, en revanche, depuis qu'on les vaccine, depuis l'été 2021, là, on est remonté dans les standards et on est en train de battre des records dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'avant, quand il y avait la pandémie mortelle et que les jeunes n'étaient pas protégés, du coup, ils mouraient moins. Et maintenant qu'ils sont vaccinés et protégés et qu'il n'y a plus de Covid, là, ils meurent beaucoup plus. 25-49 ans, ça marche aussi. Voilà, ça se voit très bien. Donc, une autre manière de présenter les mêmes chiffres. Bon, il y a une donnée qu'on demande avec Laurent Toubiana depuis maintenant ça fait des années. On dit, donnez-nous le statut vaccinal de toutes les personnes décédées en France. On n'a pas besoin de savoir les noms, on veut les statistiques. Parce que si vous avez une pandémie mortelle et vous avez un vaccin qui est sûr et efficace, alors les vaccinés meurent moins, point barre. Et il n'y a pas de discussion et ça doit se voir de manière significative. Si on voit rien, c'est que le vaccin sert à rien. Et si on voit l'inverse, c'est qu'on a un problème. Bon, il n'y a qu'un seul pays qui donne ces statistiques-là et qui ne sont pas exemptes de problèmes, et c'est l'Angleterre. Mais on peut quand même travailler avec. L'Angleterre a des données particulières parce que en France, la dose 1, dose 2 ont été données par tranche d'âge. D'abord les jeunes, d'abord les plus âgés, dose 1, dose 2, puis de plus en plus jeunes, dose 1, dose 2, avec un jour de décalage. Alors que l'Angleterre, ils n'ont pas fait ça. L'Angleterre, ils ont dit on vaccine tout le monde dose 1, puis après, c'est 6 mois plus tard, on vaccine tout le monde dose 2, puis ensuite, encore, on revaccine tout le monde dose 3. Donc ils ont un décalage dans les vaccinations, c'est pas la même stratégie que nous. Mais on peut quand même voir des choses. Et on peut voir ça. Je vais prendre quelques secondes pour vous expliquer ce que c'est, ce spaghetti. C'est le nombre de décès qu'il y a selon statut vaccinal, toutes causes confondues. Donc là, vous voyez les non-vaccinés avec un pic de décès chez non-vaccinés ici. Ici, en bleu, ce sont les vaccinés 1 dose. Et puis en vert, ce sont les vaccinés 2 doses. Donc on a des pics de décès distincts. Et c'est intéressant parce que ces pics de décès arrivent dans la campagne de vaccination. C'est-à-dire, là, pile au moment où l'Angleterre donne sa première dose à tout le monde, ils enregistrent un pic de décès chez les non-vaccinés. Donc là, ils sont coucou, le vaccin est super fort, c'est les non-vaccinés qui meurent. Mais après, 3 mois après, ils donnent la 2e dose à tout le monde. Là, on voit rien chez les non-vaccinés. Mais en revanche, on a un pic de décès chez les vaccinés 1 dose. Donc ce sont les 1 dose qui meurent quand on est en train de mettre la 2e dose. Et puis encore 6 mois après, ils font la 3e dose. Chez les non-vaccinés, on voit toujours rien. Et alors là, pendant qu'ils donnent la 3e dose, ce sont les vaccinés 2 doses qui meurent en masse. Donc ça n'a aucune logique et ça montre un problème dans les données. Et c'est l'équipe de Norman Fenton qui a compris assez vite où était l'escroquerie. C'est juste que quand vous mourrez juste après la vaccination, vous êtes considéré non vacciné.
Donc le pic là, les non-vaccinés, c'est on vaccine tout le monde et tous les gens qui viennent juste de se faire vacciner et qui décèdent, ils sont considérés non-vaccinés, ça fait un pic de décès chez les non-vaccinés. Pareil sur les vaccinés une dose, quand vous faites la deuxième dose, bah du coup ceux qui viennent de recevoir la deuxième dose et qui décèdent, ils sont considérés décédés chez les une dose, donc il faut exploser ça. Et pareil, vous mettez la troisième dose, c'est les deux doses qui meurent. Donc l'Institut statistique anglais a nié pendant des mois que ce phénomène existait, mais là c'est écrit dans le nouveau fichier noir sur blanc. Hein. On a trouvé 1500 cas de personnes mal répertoriées qu'on a corrigées. On sait pas combien c'est dans le tas, mais maintenant ils l'admettent. Donc bon. Visiblement, ça pose pas de problème de se dire qu'ils ont sciemment menti pendant des mois, que maintenant ils annoncent l'inverse, au moins en partie, enfin bref. Mais on peut comparer, c'est une étude qui est sortie il y a pas longtemps, que j'ai refait pour tout vérifier. On peut comparer le taux de décès de chaque statut vaccinal, le taux de chaque statut vaccinal dans les décès, et le comparer au taux de chaque statut vaccinal dans la population. Le raisonnement étant, si on a un vaccin efficace, qu'on a 50% de la population qui est vaccinée, dans les décès, vous aurez moins de 50% de vaccinés, puisque le vaccin est efficace. Donc vous aurez plus de non-vaccinés en proportion. Donc on compare la part des non-vaccinés parmi les décès à la part des non-vaccinés dans la population. C'est ce qu'on peut faire grâce à différentes données qu'on peut rapprocher dans les statistiques anglaises. Donc là, en rouge, vous avez les deux fichiers là. Donc c'est la part des non-vaccinés dans les décès que vous voyez ici. Fichier 1, le vieux fichier en rouge foncé, et en rouge clair, c'est le nouveau fichier, qui sont presque identiques mais pas tout à fait. Et en vert, c'est la part. Donc ça, c'est pour les 18-39 ans. Et en vert, c'est la part des vaccinés dans la population. Donc j'ai mis la part des vaccinés chez les 18-39 ans en foncé, et j'ai mis la tranche du dessus qui sont les 35-39. Pourquoi? Parce que chez les 18-39 ans, c'est quand même plus les 35-39 qui meurent. Donc il faut faire attention quand on compare. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est vraiment différent. Et en fait, ça, si on regarde la part des non-vaccinés dans la population et dans les décès, on voit que les non-vaccinés sont plus nombreux dans la population que dans les décès. Ça veut dire que les non-vaccinés meurent moins que ce qu'ils devraient. Ils meurent peu. Ça veut dire quoi? C'est le pendant. Ça veut dire que ce sont les vaccinés qui meurent trop. La part des vaccinés dans les décès est supérieure à la part des vaccinés dans la population. C'est donc qu'ils meurent trop. Donc selon les statistiques anglaises, ce sont bien les vaccinés qui meurent trop, et pas les non-vaccinés. Il y a tout un tas de phénomènes qui sont apparus ces dernières années, apparus dans la presse, avec notamment des jeunes adultes en bonne santé qui mouraient, et qui tombaient comme ça dans la rue. Donc on a eu la science qui s'est exprimée de multiples manières pour nous expliquer que c'était le fait d'avoir des petits déjeuners trop riches, d'être une femme seule. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? De courir, ça faisait arrêter le cœur, de fumer du cannabis, d'avoir des seins en plastique, d'avoir une contraception. Il y a eu aussi, où est-ce qu'il est? Il y a eu secouer sa couette trop fort, il y a eu se pencher, il y a eu dormir trop, il y a eu dormir pas assez aussi. Il y a eu manger des pizzas, il y a eu manger chinois aussi. Pardon? Les douches froides, oui. Douche chaude, douche tiède. Ça, c'est un révélateur que vous pouvez utiliser. Vous pouvez compter le nombre d'articles débiles sur Google selon les années pour justifier le fait d'avoir des morts jeunes dans la population. C'est un autre révélateur. C'est utilisé en statistique. Bon. Ça, c'était pour les décès. On a aussi un autre phénomène qu'on a suivi. On peut regarder ce qui se passe du côté des naissances. Il y a tout un tas de médias qui s'expriment. Ah, tiens, le nombre de naissances baisse, tout ça. Alors, le nombre de naissances baisse relativement depuis un certain nombre d'années, mais on a quand même des cassures. Donc ça, c'est le nombre de naissances chaque mois en France. Et vous avez ici, vous voyez une cassure fin 2020, c'est 9 mois après le confinement. Donc ça, c'est le traumatisme psychologique chez les gens qui se voit. Donc contrairement à ce qui a été raconté, on les confine, ils sont contents, ils vont faire plein de bébés. Il s'est passé l'inverse. On a confiné les gens, la fécondité s'est arrêtée. Brutalement. En 2021, quand on a libéré les gens, la fécondité est repartie. Elle est repartie, mais elle s'arrête. Elle retombe à partir de 2022, et là, on est en dessous des standards attendus. Donc c'est moins que la baisse attendue qu'on est en train de faire. Et ça a démarré notamment 9 mois après la campagne de vaccination des jeunes femmes. Donc en France, ça se voit un peu, ça se voit beaucoup en 2023, là c'est vraiment, vraiment costaud. Au Danemark, c'est encore plus marqué.
En plus, le Danemark, eux, ils avaient plutôt une pente ascendante. Donc pareil, on voit ici les effets confinement 2021, et là, 9 mois après la campagne de vaccination des jeunes femmes, plaf, il n'y a plus rien. C'est pas les seuls indices. Ça, on a aussi, ça c'est le taux de mortalité néonatale précoce, donc c'est-à-dire le décès du nourrisson dans les 6 jours après la naissance, donc de ces derniers mois. Et là, vous avez le mois de juin 2021, avec un pic qui sort complètement tous les taux de significativité que vous voulez. On est au-dessus du 99% de significativité. Donc c'est énorme ce qui s'est passé ici en termes statistiques sur les décès du nourrisson. Et c'est le mois où on a le plus vacciné les femmes enceintes. L'autorisation a été donnée en mai 2021. Juin, c'est le mois où on a le plus vacciné. Et pile à ce mois-là, on a le record de bébés qui meurent dans les 6 jours. Ben, ça porte un nom, ça s'appelle des prémarins. Ce qui fait qu'on a des décès dans les 6 jours du bébé, le plus souvent, c'est des prémas. Donc, le plus probable, c'est qu'on a vacciné les femmes enceintes, que ça a déclenché un tas d'accouchements, et ce que vous voyez, c'est les bébés qui ne survivent pas. Les Écossais, ils ont les mêmes chiffres que nous, voilà, avec des taux de significativité énormes pendant les campagnes de vaccination des femmes enceintes. Ils ne se posent pas de questions. Les Israéliens aussi. Bon, je reviendrai peut-être dans les questions sur le mythe de la propagation épidémique. Mais l'idée de la présentation, c'était ça. C'est-à-dire de faire comprendre comment est-ce qu'on a mis en place, on a construit des statistiques de façon à faire remonter des chiffres pour créer une histoire. C'est ça qui est important d'avoir en tête. Et comment la partie qui nous embête, celle-là, on la nie complètement. On nie la réalité des gens qui ont perdu un proche, qui sont très malades, ou pour les femmes qui ont des soucis de menstruation. Je finis juste sur le fait de dire que, je l'ai redit, mais la totalité des droits d'auteur de mon livre vont à un collectif de femmes qui ont des problèmes de règles suite à la menstruation, suite à la vaccination, des problèmes de règles suite à la vaccination anti-Covid-19. C'est pas anodin, il y a au moins 2 raisons. La première, c'est que si vous regardez la notice de Pfizer sur les effets indésirables, vous allez voir 400 effets indésirables différents. Si Pfizer avait mis problème cardiaque, ça aurait été significatif tout de suite. Du coup, ils ont divisé les effets indésirables en morceaux, en disant péricardite, myocardite, arythmie cardiaque, arrêt cardiaque, infarctus, etc. Diviser les catégories, ça permet que chacun soit dans une catégorie différente et ça permet de noyer l'information. Sauf que quand on vaccine une femme et qu'elle est malade derrière, eh bien, quelle que soit la manière dont elle est malade, ça va jouer sur ses règles. Puisque c'est le fait d'être malade, de manière générale, qui joue sur les règles. Donc c'est pour ça que j'ai voulu aider cette association de façon à libérer la parole des femmes, puisque c'est un révélateur de l'ampleur du problème. Donc l'idée, c'était ça. C'était vraiment d'essayer de pousser à la libération de la parole. Puis évidemment, pour permettre aussi à ces femmes que ce soit reconnu, parce que toutes celles que je connais qui ont été voir un gynéco, un médecin, on lui a dit que c'était rien, que c'était la fatigue, etc. Donc reconnaître le problème, tenter d'améliorer les choses, peut-être en proposant du soin, et puis dans un monde idéal, finir par faire payer les responsables de leur situation. Et puis la deuxième raison pour laquelle j'ai voulu faire ça, c'est que ces femmes, ce sont des femmes vaccinées. Donc on a vécu une période où il y a une ségrégation nette qui a été faite dans la population entre vaccinés et non vaccinés, avec un pass, le fait de séparer la population en deux. Donc moi je suis pas vacciné et la totalité des droits d'auteur vont à des femmes vaccinées. Pour certaines qui ont eu d'ailleurs des comportements sectaires. Hein. Donc moi je fais preuve d'aucun sectarisme vis-à-vis de ces personnes-là, puisque la seule manière dont je pense qu'il faut les considérer, c'est comme des victimes. Je vous remercie.